Les amis, on se retrouve pour cet épisode 5 d'Autour de moi. On a un invité spécial aujourd'hui. Je me suis dit que c'était bien quand même d'accueillir un président de la République. Monsieur François Hollande, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien, ça va bien puisque je suis là et c'est la première fois que vous recevez un président de la République. La première et la dernière. La dernière, on verra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler pour ceux qui nous regardent pour la première fois, et vous le rappelez à vous, le concept d'Autour de moi, c'est la première discussion. On demande à nos invités de se raconter à travers ceux qui les ont entourés, ceux qui ont compté dans leur parcours. Vous avez accepté de relever ce challenge et on vous en remercie. On va lancer un petit générique parce que mon ami et coproducteur a composé un très beau générique et je l'aime beaucoup. Donc on va balancer ce petit générique et on se retrouve juste après. Monsieur le Président, encore une fois, merci d'être là. On va vous présenter, même si en réalité, je pense que de tous mes invités, vous êtes celui qui sera le plus connu de tous les Français. Magistrat à la Cour des comptes de formation, vous avez occupé les mandats de député, de maire de Tulle, la belle ville de Tulle. Il va falloir que je vienne un jour parce qu'on me la vend tellement. Ben oui, vous allez être surpris. Vous avez été à la tête d'un parti politique également, président de cette belle région qu'est la Corrèze, et enfin ce mandat de président de la République de 2012 à 2017. Et c'est pour ça en réalité que je souhaitais vous inviter, parce que le but d'un président de la République, c'est de créer du commun et d'agir pour le commun. Et c'est un petit peu aussi l'idée d'Autour de moi, c'est de se dire que l'on ne fait pas les choses seul et pour soi, mais ensemble et pour le commun. Encore une fois, bienvenue. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner à la plateforme de podcast où vous nous écoutez. On sera ravis de vous proposer de très beaux épisodes, pas meilleurs que celui de Monsieur Hollande, mais de très bons épisodes à venir. Je vais demander, Monsieur le Président, de me donner une petite liste de 3 personnes qui ont compté dans votre parcours. Et la première personne est en réalité... alors évidemment, c'est une personne différente pour chacun de mes invités, mais c'est le point de départ de beaucoup de mes invités. Vous vouliez me parler de votre mère, Monsieur le Président. Je vais demander de me parler de votre maman, de la présenter un petit peu. Je crois qu'elle était assistante sociale de profession. Et puis me parler un petit peu de votre relation et surtout de ce qu'elle a créé chez vous, ce que vous avez gardé de votre mère. Bon, on a tous forcément un lien avec sa mère. Ce lien que nous avons par esprit de famille, moi je l'ai aussi parce que elle m'a conduit politiquement d'une certaine façon. Non pas parce qu'elle était engagée, elle n'était pas membre d'un parti, mais parce qu'elle faisait, ce qu'elle me racontait de ce qu'elle pouvait connaître comme situation sociale, puisqu'elle était assistante sociale dans une usine. Et on était dans l'après 68, là où il y avait demande de justice, d'égalité, de reconnaissance, de dignité. Et la condition ouvrière, je l'ai connue par elle. Elle-même était fille d'un tailleur et d'une modiste, donc d'un milieu modeste, et qui faisait en sorte de s'élever autant que c'était possible dans l'échelle sociale. Et même s'il était consciente qu'elle avait une vie sans doute meilleure que celle de ses parents, elle était en dette par rapport au reste de la société. Elle cherchait, elle aussi, sans avoir mis des mots dessus, du commun, et elle allait au-delà de son entourage immédiat. Et puis, elle était plutôt de gauche. Mon père était plutôt de droite. Quand je dis plutôt de droite, il était vraiment de droite. Et donc, je voyais ces discussions entre mes parents, et même si c'était une époque où les femmes avaient du mal à pouvoir prendre la parole, oui, mais pouvoir insister pour faire valoir leurs propres opinions, eh bien, elle travaillait pour me faire comprendre que il n'y avait pas que mon père qui avait des opinions, qu'elle en avait aussi, et que cette contradiction, cette confrontation entre mes parents, elle m'a été extrêmement salvatrice, extrêmement utile. Je dis souvent, le pire dans une famille, c'est quand on parle pas, quand il se passe rien, ou simplement les choses du quotidien, c'est déjà pas mal. Mais les conversations à table, c'est à table que ça se fait, même les disputes, les confrontations, les engueulades, elles sont utiles pour la formation des esprits. Et ça m'a donné
la curiosité. Puis après, bien plus tard, ma mère m'a toujours encouragé à faire des études, bien sûr, mais ça c'est comme tout parent. Mais lorsque j'ai voulu faire de la politique très tôt, elle m'a accompagné, c'est beaucoup dire, mais m'a suivi et elle voulait que je puisse avoir un parcours. Et le temps a passé et elle habitait Cannes à la fin de sa vie. Et en 2008, elle a été candidate aux élections municipales de Cannes. Pour ceux qui connaissent la vie politique, Cannes n'est pas le paradis du socialisme, mais peut-être le paradis des touristes, hein, c'est autre chose. Et donc, elle avait voulu me montrer que elle participait aussi à mon combat. J'étais à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste. Vous avez rarement parlé de votre mère, mais vous, dans les rares expressions, on a lu le mot de modèle. Notamment dans un article qui était dédié à ces politiques et à leur mère. Elle vous a guidé même en réalité. Est-ce que vous aviez encore même des enseignements de votre mère pendant votre mandat de président de la République? Oui, ma mère est morte avant que je ne devienne président de la République. Mais je pensais souvent à elle, qu'est-ce qu'elle aurait comme réaction par rapport à tel ou tel événement, comment elle jugerait même ce que je faisais. Mais elle avait une façon de s'adresser aux autres qui me la rendait précieuse, même quand elle n'était plus là. Elle était gracieuse. Vous voyez, elle souriait. Elle était capable d'être pas simplement attentive, mais de donner du bonheur à ceux qui la connaissaient. C'était tout le contraire de mon père. C'est pour ça que ouais. Bon, c'était un couple qui avait quand même du mal. Alors, mon père, lui, il était plutôt grincheux, vous voyez. Ouais. Il était plutôt toujours dans un regard noir sur la vie. Il en faut aussi, hein, qui pense que le monde court à sa perte. Ma mère, c'était tout le contraire. Elle était solaire. Elle pensait que tout allait travailler dans le sens de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours besoin, d'ailleurs, de ces deux pôles. Du pôle qui vous dit attention, le mal est là, il nous entoure, peut-être il nous saisira, et l'autre pôle qui nous dit mais le bien est possible à condition que vous y travaillez, que vous le séduisiez le bien, que vous l'entreteniez le bien, que vous alliez chercher le bien. Ça, c'était ma mère. Très bien, Monsieur le Président, merci de nous avoir parlé de votre mère parce que vous ne le faites pas souvent, pour ne pas dire jamais. Et on considère ceci comme une chance. Je rappelle, parce que vous passez un excellent moment comme moi, que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode et surtout quelles questions à ma place vous aurez souhaité poser au président de la République. Monsieur le Président, en deuxième personne, on va parler d'un de vos prédécesseurs en réalité, du président François Mitterrand. Est-ce qu'on peut dire que votre engagement politique, le début, a accompagné en réalité aussi les campagnes présidentielles du président Mitterrand? Oui, j'avais 10 ans quand il y a eu la première élection d'un président de la République au suffrage universel sous la Ve République. Donc, à la télévision, j'ai eu cette chance, il n'y avait qu'une chaîne, de voir les candidats se présenter. Le général de Gaulle, je l'avais déjà identifié quand même depuis un certain temps. Il y avait donc Jean Le Canuet, qui était à l'époque député de Rouen, et c'était la ville dans laquelle je vivais, donc ça m'intéressait. Et puis il y avait François Mitterrand. François Mitterrand n'était pas à l'aise avec la télévision. D'ailleurs, c'était un outil qui était nouveau dans la vie politique. Et donc, il clignait beaucoup des yeux, il n'était pas forcément dans une limpidité de discours, il avait une façon très traditionnelle, très ancienne, donc c'était pas moderne. Jean Le Canuet, à l'époque, était regardé, ça ne dira rien à vos auditeurs, comme le candidat de la modernité à l'américaine. Bon, pas François Mitterrand, mais j'entendais sa musique, et puis j'essayais de comprendre ses mots. Et même si je n'avais pas encore de conviction bien arrêtée, 10 ans, mais je me suis dit, celui-là, il a d'abord du courage, il défie le général de Gaulle, il a un engagement, celui de mettre plus de justice, et puis il a une façon de faire qui me paraît être la ténacité, l'obstination,
Et puis je l'ai vu évoluer avec des creux sérieux, mai 68 où il était rejeté, et puis ensuite une remontée, et il prend le Parti socialiste en 1971. Et là, je me suis dit, il a sûrement fait le choix qui convenait, c'est-à-dire de redonner une espérance à un moment où la droite paraissait installée pour toujours, où la gauche était prise par la dérive gauchiste. Vous savez, ça peut arriver, vous en trouverez quelques exemples en ce moment. Donc, par une espèce de radicalité. Et puis, il y avait le Parti communiste qui était très important. Et donc, il n'y avait aucune chance pour un individu de ma génération d'imaginer que la gauche allait arriver au pouvoir. C'est pas possible. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse créer cet espoir et ce grand mouvement. Ça a été François Mitterrand, et je l'ai suivi. J'y suis allé dans tous ces meetings lorsque j'étais étudiant. J'ai été même engagé au Parti socialiste, et puis après j'ai été dans sa campagne de 1980 presque fortuitement parce qu'on cherchait des experts. J'étais à la Cour des comptes, donc on s'est dit peut-être que celui-là pourra donner quelques notes utiles aux candidats, et donc j'ai été très heureux de pouvoir connaître l'alternance en France. Ça paraissait inaccessible, et c'est arrivé. Donc je suis, pour François Mitterrand, reconnaissant de ce qu'il a fait. Je parle même pas de François Mitterrand président. Je parle de ce qu'il a mené comme mission de réinstaller le pays dans l'alternance, avec une gauche qui pouvait gouverner et avec une force qui pouvait durer. C'est bien ça le sujet aujourd'hui, c'est ce que cette force qui s'est beaucoup abaissée, affaiblie, peut remonter, mais ça, c'est une autre histoire. Vous êtes le deuxième président socialiste après François Mitterrand sous la Ve République. Est-ce que là aussi, dans votre mandat de président, parce que c'est un petit peu compliqué pour chaque Français de se dire quelle est la vie d'un président de la République, quelle est la réflexion d'un président de la République au quotidien, d'avoir assisté à cette accession au pouvoir et ensuite à la gestion du pays. Est-ce que ça vous a inspiré, ça vous a guidé, est-ce que ça vous a même donné peut-être des choses à ne pas reproduire dans votre mandat de président de la République? Oui, j'avais donc accompagné Mitterrand pendant la campagne, et au lendemain de son élection, j'étais resté 2 ans dans le cabinet de François Mitterrand, donc à l'Élysée. Donc je connaissais les lieux, mais surtout je connaissais le poids de cette fonction, et aussi le risque de son éloignement par rapport au pays. C'est ça qui m'avait frappé déjà quand j'étais jeune conseiller, c'est de voir la distance qui s'opérait très vite entre le candidat devenant président et le peuple, les citoyens. Ne serait-ce que parce que le président de la République, et j'ai vécu cette situation, n'a plus de lien avec une circonscription. Il ne revient plus autant qu'il le voudrait. Dans sa ville, j'étais maire, François Mitterrand l'était aussi, j'ai été président de conseil général, donc j'étais député. Bon, j'avais un territoire qui me renvoyait des messages. Là, c'est beaucoup plus difficile. L'éloignement aussi se fait parce que, pour des raisons de sécurité, même si j'ai moi-même fait en sorte de vivre d'abord à l'extérieur de l'Élysée, à un moment, compte tenu de la pression, des risques, des menaces, je suis allé comme les autres, comme mes prédécesseurs, vivre à l'Élysée. Donc deuxième distance qui s'opère. Et puis troisième distance, c'est que le président de la République, il ne va plus au Parlement. Or, c'est le Parlement qui représente la nation. Et donc il n'y a plus cette relation. Et je veillais à ce que je puisse, par 1000 façons, retrouver un rapport, un contact avec les citoyens. J'avais vu François Mitterrand, lui il est resté 14 ans, vous vous rendez compte, presque vivre en dehors presque de la société, même s'il veillait lui aussi à aller avec ses amis dans des lieux qui lui étaient familiers. Mais j'avais compris que c'était le risque majeur. Et c'est pour ça que nos institutions devront être revues dans un sens où il ne s'agit pas de faire du président un citoyen comme les autres, même si je pense qu'il peut être normal. C'est ça que j'avais exprimé. Bon, normal, ça veut pas dire être banal. Ça veut dire justement être en rapport avec les personnes qui l'ont élu.
Mais je pense que on a besoin d'une respiration démocratique plus forte. Le président de la le pouvoir, j'ai envie de dire, vous éloigne des Français, mais par contrainte malheureusement. Comment on y remédie en retournant un peu plus souvent à Tulle que prévu, en ayant des personnes un peu marqueurs, histoire d'avoir un petit peu le pouls du pays? Oui, faut trouver des biais. Le premier, c'est d'aller là où on a été élu, parce que ceux qui vous ont porté jusqu'à l'Élysée par différentes étapes, ils vous disent la vérité. Ils vous ont aimé, ils vous ont suivi, mais ils ne cherchent rien pour eux-mêmes. Ils ne sont pas dans la flatterie, ils ne sont pas dans la récompense. Donc ils vous disent ce qui va pas. Ils vous le disent honnêtement, franchement, et on en a besoin, ça fait pas plaisir. Et puis ensuite, il y a des amis, ça compte d'avoir des amis. On ne peut rien faire sans amis. Et les amis, ils ont cette particularité qu'ils ont un accès plus facile au président parce que ils l'ont connu dans des relations personnelles. Et puis ils vous secouent, les amis. Si ce sont de bons amis, si ce sont de faux amis, ils vous trahissent. Ça peut arriver aussi. Mais si ce sont de bons amis, des vieux amis comme on dit. Ouais. Ils vous secouent, ils vous amènent aussi une information, ils vous préviennent. Vous les croyez pas. Quelquefois, ils vous avertissent, ils vous alertent. Et vous faites comme si vous les aviez pas entendus ou parce que ça vous fait pas plaisir. Mais voilà. On regrette après. On regrette après, mais il faut les écouter, les amis. Et puis après, il y a heureusement un parti politique. Aujourd'hui, beaucoup se demandent à quoi ça sert. Ça sert justement à ce que ceux qui ont pu, au nom de ce parti-là, accéder à des fonctions, exercer des mandats, puissent en rendre compte et puissent avoir une délibération démocratique. C'est ça un parti. Quand il n'y a plus de parti comme aujourd'hui, à qui vous adressez pour dire ce que vous avez fait et pour entendre ce qui ne convient plus dans le pays. Voilà, j'ai essayé par ces moyens. Et puis j'avais même fait une innovation, je ne sais pas si elle s'est reproduite, c'est que j'invitais des Français qui m'avaient écrit à venir me voir. Donc il m'a écrivé quelquefois pour se plaindre, hein, oui. Pour dire combien ce que je faisais par exemple sur la question de l'emploi, pour eux ça n'aboutissait pas. Donc je les recevais comme on fait une permanence politique. Mais je me suis aperçu que le cadre de l'Élysée était tellement pesant que il n'y avait pas de place pour l'impertinence. On a besoin de l'impertinence, on a besoin du coup de gueule franc qui vient vous réveiller. Vous direz qu'il y avait comme une forme de censure de ces Français-là? Oui, je pense qu'ils avaient envie de dire quelque chose, oui. mais vous êtes un citoyen, vous arrivez à l'Élysée, un cadre, il est avec un protocole, avec des huissiers, avec un bureau doré, avec le président de la République devant vous. Ce que vous aviez prévu de dire, vous l'exprimez avec moins d'intensité, moins d'émotion peut-être aussi, et parce que c'est le président qui parle. Or, ça n'a pas d'intérêt si c'est le président qui parle. Mais je trouve que c'est aussi une bonne manière de faire, parce que tout élu doit, à un moment, ouvrir sa permanence. L'Élysée, c'était devenu la permanence, mais c'est pas si facile. Dans une permanence parlementaire, vous frappez à la porte, quelquefois vous l'enfoncez d'ailleurs, oui. Et puis vous trouvez l'élu. Là, pour l'Élysée, c'est plus compliqué. Ouais, je vous confirme. J'ai été collaborateur parlementaire. J'ai été de ceux qui accueillaient, ceux qui enfonçaient les portes. Je pense pas qu'on peut enfoncer les portes à l'Élysée. Vous prenez un risque à ce moment-là. Monsieur le Président, je voulais qu'on dise quand même un petit mot sur une initiative que vous avez lancée en 2014, La France s'engage. La fondation que vous présidez aujourd'hui, une fondation qui favorise ces initiatives de la société civile, des initiatives solidaires, innovantes, et quelque chose qui marche bien. Je vous invite tous à aller voir le site internet. C'était important pour vous, après votre mandat, enfin durant votre mandat et puis après, d'accompagner ce genre d'initiative? Oui. À chaque président correspond un grand chantier, un monument, un équipement, un musée. Bon, pour François Mitterrand, une grande bibliothèque. Pour Chirac, le musée du Quai Branly. Avant, pour Giscard d'Estaing, ça a été le musée d'Orsay. Pour Nicolas Sarkozy, pas encore, mais on aura bien un jour un monument. Oui. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire moi aussi mon équipement, mon monument qui portera un jour mon nom? Ou peut-être que le meilleur monument qu'on peut faire, il est humain.
Et donc avec l'argent, beaucoup moins d'ailleurs d'argent que j'aurais pu consacrer pour le lancement d'un équipement culturel ou d'une infrastructure, je me suis dit, est-ce que on peut pas mettre des financements pour le soutien des associations innovantes, inspirées, qui vont changer la vie des autres, qui doivent être suffisamment imaginatives pour créer ce qui n'a pas encore été produit. Bon, c'est pas facile. Et donc, chaque année, quand j'étais président, on récompensait une vingtaine de projets déjà d'ailleurs installés, mais qui grossissaient. Et sortant de l'Élysée, je me suis dit, le risque, c'est que mon successeur n'ait pas forcément la même volonté. C'est compréhensible qu'il ait d'autres projets. Et donc, que celui-là tombe. Donc, je l'ai prolongé, amplifié même, par la création d'une fondation. Une fondation, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? C'est de mettre des moyens des entreprises privées que je suis allé chercher pour que ces moyens-là puissent faire ce que l'État faisait quand j'étais président. Nous y sommes arrivés, donc et aujourd'hui il y a à peu près 230, 240 associations qui font une espèce de communauté, et c'est toujours une joie de voir d'abord la vitalité dans notre pays. On dit toujours les gens s'engagent pas, c'est pas vrai, ils s'engagent plus dans les partis politiques peut-être comme avant, ce qui est regrettable, mais faut-il encore que les partis soient attirants, mais ils s'engagent de mille autres façons. Ils créent, ils inventent, et ce sont des jeunes qui font ça. Et ils le font avec des moyens comme les vôtres, techniques, avec des moyens humains, avec des talents formidables. Et ça crée du lien, ça donne du sens. Et par exemple, l'autre jour, j'étais dans l'anniversaire des 10 ans, parce que c'était une des premières associations qu'on avait financées, la cravate solidaire. Au début, c'est quoi? C'est trois jeunes qui disent, c'est vrai, à l'époque, il y avait du chômage, il y en a toujours, mais c'était quand même mon enjeu, faire diminuer le chômage. Ils étaient trois, ils se disent, il y a une inégalité, une discrimination entre ceux qui se présentent à des entretiens d'embauche habillés à peu près correctement, puis les autres. Et vous êtes déjà disqualifié avant même d'avoir prononcé un mot. Donc ils disent, on va les habiller, les demandeurs d'emploi. Puis après, c'est plus simplement les habiller, c'est les former, c'est les accompagner, c'est leur donner confiance en eux. Et donc aujourd'hui, les trois sont devenus 200 et ils forment 10 à 15 000 personnes chaque année. Et des histoires comme la cravate solidaire, il y en a plein d'autres. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à aller voir le site de la fondation. On continue, Monsieur le Président de la République, avec cette troisième personne qui, elle, s'est présentée à des élections présidentielles, mais qui a été surtout Premier ministre. C'est Lionel Jospin, qui a compté dans votre parcours. Lionel Jospin à qui vous succédez à la tête du Parti socialiste. Votre rencontre avec Monsieur Jospin, et puis là aussi ces enseignements de ces campagnes présidentielles malheureusement sans victoire au bout, malheureusement pour Lionel Jospin, et puis la relation aussi que vous pouvez peut-être avoir aujourd'hui encore. Ce que je veux essayer de convaincre ceux qui nous écoutent, c'est que pour accomplir son destin, il faut de la volonté. Je l'évoquais pour Mitterrand, cette espèce de ténacité, de se dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je suis décidé à tout engager pour ce but-là. Il faut de la chance. Si on n'a pas de chance, s'il n'y a pas de circonstances, on peut pas toujours y arriver. Mais la chance, il faut aller la chercher aussi. La chance, c'est d'avoir des parents qui vous aident. Mais la chance, c'est aussi d'aller chercher tous les enseignements que vous pouvez trouver et puis de vous glisser dans toute occasion qui vous est donnée. Puis la troisième condition, c'est des rencontres. Il faut rencontrer des personnalités qui, à un moment, vont vous donner d'abord confiance en vous, mais vous donner un témoin, un relais. C'était Lionel Jospin. J'étais pas spécialement au départ attiré par cette personnalité parce que il était chef d'un parti et on sait ce qu'on pense des chefs de parti. On les trouve toujours un peu rigides, un peu sectaires, etc. Mais je suis devenu après chef de parti. J'ai parfaitement compris que c'était la seule façon de faire pour que ça tienne. Et puis à un moment, il s'était effacé, première fois, après l'échec électoral
la gauche, dont il n'était pas responsable, mais enfin, il s'était effacé. Et puis il est revenu comme candidat en 1995 à la présidentielle, alors que plus personne ne donnait une chance à la gauche. Jacques Delors s'était à un moment avancé, puis il avait fini par renoncer. Et c'est donc Lionel Jospin qui a redonné l'espoir et redonné la perspective. Et quand il a repris le Parti socialiste, après l'élection présidentielle de 95, il m'a demandé d'être son porte-parole. Et ensemble, on a pu aller jusqu'aux élections législatives de 97. En 97, il devient Premier ministre, on gagnait. Nous avions tissé des relations d'amitié sûrement, mais surtout de travail politique. J'étais capable, et ça c'est aussi très important dans la vie politique, de savoir avant même que Lionel Jospin ait pris une décision ou ait fait une déclaration, ce qu'il allait dire. C'est très fort ça. Oui, cette espèce de, vous savez, un moment de fusion où vous pensez la même chose. Alors voilà, donc en 97, il est élu. Il est élu député. Il est surtout la majorité lui permet d'être Premier ministre. Jacques Chirac le nomme. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pouvais rentrer au gouvernement et à ce moment-là, Lionel Jospin me dit, j'ai pensé que tu pourrais reprendre le Parti socialiste. Et je n'ai pas hésité. Je me suis dit, voilà, c'est sans doute, bien sûr que j'aurais pu être ministre, et il y avait toutes les fonctions qui, à un moment ou à un autre, pouvaient à la fois me permettre de me réaliser, et surtout de faire des choses pour les Français. Mais j'ai compris que c'était plus important d'être premier secrétaire. Et s'il m'avait pas, d'une certaine façon, désigné, parce qu'après les militants ont suivi son choix, je ne serais pas devenu président de la République. On doit toujours quelque chose à quelqu'un. Faut jamais être dans l'idée qu'on a réussi tout seul. C'est pas vrai. On peut pas réussir tout seul. Vous l'avez dit tout à l'heure. On a besoin des autres. On a besoin des plus anciens qui vous transmettent, souvent des parents, des proches, des amis. Et on a besoin des personnalités qui vous ont inspiré. J'ai cité Mitterrand. Et puis on a besoin aussi, à un moment, d'une personne qui va vous permettre de vous accomplir. Alors après, j'ai beaucoup regretté ce qui s'est produit, c'est-à-dire que c'était Lionel Jospin qui aurait dû être président de la République en 2002, il ne l'a pas été, il a pris la décision, il m'en a parlé dans un court instant, juste avant de faire sa déclaration, j'ai essayé de le retenir, mais je sentais bien que c'était plus fort, que c'était quelque chose qu'il voulait exprimer auprès des Français, et son message reste vrai, c'est-à-dire au moment du vote, ne vous dispersez pas, ne pensez pas à la futilité du moment. Ayez conscience des enjeux. Ça a des conséquences considérables. Et bien là, on est dans une période où les décisions, les choix, les votes vont avoir une importance considérable. Pour les plus jeunes, on vous explique en 2002, la multitude des candidatures à gauche avait empêché Lionel Jospin d'accéder au second tour que posait Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen, et il avait décidé donc à ce moment-là de se retirer dans ce discours où on avait entendu des cris de la foule. Et c'est très intéressant de savoir que vous avez eu ce bref échange avant qu'il monte sur scène, et que même vous, malheureusement, n'avez pas pu le retenir. Il y avait de la dignité chez lui. Oui. C'était pas un choix égoïste. C'était pas, puisque c'est ça, je m'en vais. C'était, vous m'avez mis dans cette situation, et ben je vais vous appeler à prendre en compte la gravité des choix. Lionel Jospin, je pense, est un modèle d'exemple d'honnêteté politique. L'honnêteté, elle va de soi pour le reste, mais d'honnêteté politique. Je recommande, là c'est ma petite recommandation personnelle, il y a de très beaux documentaires sur les campagnes de Lionel Jospin qui sont encore disponibles sur YouTube. Très intéressant de revenir comme ça quelques années en arrière et de voir des similitudes aussi avec la vie politique actuelle. Monsieur le Président, on arrive à la fin de cet entretien. Merci encore d'être venu. On considère votre venue comme un cadeau, comme chacun de nos invités, et comme à chacun de nos invités, on va vous remettre un cadeau que j'ai ici. Hop là. Et que je vous remets, que vous allez pouvoir déballer. En fait, le sac est grand, mais le cadeau est petit. Hein. Je le relève. Hein. Alors, hop là. J'ai réfléchi comme avec chacun de mes invités. On a une passion commune. Ah oui, bien sûr. On a une passion commune, le football.
ce sport populaire. Et on vous offre le livre de Frédéric Legage, Géopolitique du football. C'est alors il va y avoir 5, c'est le deuxième d'une série de 5 volumes. Celui-ci couvre la période de 1939 à 1945, comment le football a continué de vivre malgré les conditions de la Seconde Guerre. Un livre très intéressant, et on a hâte surtout de voir les prochains. J'espère que vous verrez une belle lecture. Le football, qui est une passion oui. que nous pouvons partager, qui est un sport qui est joué par des personnes qui n'y mettent pas plus que leur propre talent. Mais le football est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il joue un rôle, malgré lui, politique. On voit ce que peut déchaîner comme joie une victoire Coupe du Monde, ce qui n'empêche pas les Argentins d'avoir fait un choix délirant pour l'élection présidentielle. Et on voit bien que le football traduit aussi une espèce de, même quand il est victorieux, comme pour l'Argentine, une envie de quelque chose qui ne vient pas. Et donc on le met sur le football, ce qu'on n'arrive pas à mettre sur la politique. Mais on voit aussi comment le football peut être détourné par la politique, peut être utilisé par la politique. Toujours l'Argentine, une Coupe du Monde 78 où les dictateurs font en sorte non seulement d'obtenir la victoire de l'Argentine, parce que ça n'a pas été très clair, mais surtout d'utiliser la compétition pour justifier leur pouvoir. Mais là, ce livre que je n'ai pas lu, mais sur la période 39-45, le football a été utilisé, et il y a des joueurs de football qui sont des martyrs, qui ont accepté de jouer pour gagner face à des nazis. Bon. On se réécrira pour parler de cette lecture, j'espère. Volontiers. Monsieur le Président, encore une fois, merci d'être venu. Chers amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à nous mettre en commentaire si vous avez passé un excellent moment. Je suis sûr que oui. On se retrouve très bientôt pour de très beaux épisodes. N'hésitez pas aussi à aller suivre le Président de la République sur son compte Instagram et sur son compte TikTok, parce qu'il y a du beau contenu. Et nous, on se retrouve à très vite. Comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très bientôt. À bientôt, Monsieur le Président. Prenez soin de vous aussi, on sait jamais. C'est important.